Bonjour, dans cette vidéo, je propose la correction d'un petit exercice de mécanique qui fait intervenir des coefficients de frottement solides et puis un peu de dynamique élémentaire. Alors le problème est le suivant, on a deux skieurs qui vont dévaler une pente côte à côte et puis à un moment, l'un des skieurs va prendre une bosse et donc décoller et retomber un peu plus bas sur la piste. La question c'est, au moment où il retombe, est-ce qu'il est en avance ou en arrière par rapport à celui qui n'a pas pris la bosse. Donc on peut faire un petit dessin, je vais peut-être tenter un dessin en perspective. Donc la ligne de plus grande pente est celle-ci. Alors le problème est à une dimension. Les deux skieurs dévalent la pente le long de la ligne de plus grande pente. Et donc on a un premier skieur voilà, qui descend comme ça. Les deux ont la même masse et partent sans vitesse initiale. La même masse, les mêmes skis, donc les mêmes coefficients de frottement entre donc le corps considéré et la piste. Voilà donc le mouvement. Simplement, il y a un des skieurs, ou une skieuse si vous voulez, qui va prendre ici une bosse et donc décoller et puis retomber sur le sol quelque part, un peu plus bas, enfin c'est une perspective approximative. Question donc, est-ce qu'au moment où le skieur qui a sauté retombe sur la piste, est-ce qu'il est en avance ou en arrière de l'autre skieur qui n'a pas sauté? Alors, intuitivement, on se dit que ça va dépendre probablement du coefficient de frottement, parce que, peut-être si je le fais sans la perspective, on comprend mieux après tout. Donc, le skieur ou la skieuse qui dévale ici va effectuer ce saut et retomber un peu plus bas, on est d'accord? Pendant que le skieur est en l'air, il n'est plus en contact, bien sûr, avec la piste et donc il ne subit plus le frottement. Autrement dit, il n'est plus freiné dans sa chute vers le bas. Donc on pourrait penser qu'il va aller plutôt plus vite que l'autre skieur qui est resté en contact avec la piste et qui continue à subir les frottements. Oui, mais le skieur qui saute a une trajectoire plus longue. Donc même si sa vitesse n'est pas ralentie, s'il parcourt une trajectoire plus longue, on peut se dire que malgré tout, ça ne va pas se compenser. Donc on sent qu'il y a possiblement, mais on va le voir justement, c'est ça la question, est-ce que c'est toujours le skieur qui saute qui arrive en premier, c'est-à-dire qui va plus bas à un instant donné, ou bien est-ce que c'est l'inverse, ou bien est-ce que ça dépend? Et ça pourrait dépendre du coefficient de frottement. On peut se dire intuitivement que si le coefficient de frottement est grand, certes, on va avoir une trajectoire plus longue ici, mais pendant tout le temps où on décolle, eh bien, on ne va pas être en contact avec le sol et donc pas subir les frottements. Et si le coefficient de frottement est grand, il se peut que ce soit quand même bénéfique. En revanche, si le coefficient de frottement est quasi nul, eh bien, on ne voit pas bien ce qu'on gagnerait à accroître la trajectoire, la durée de la longueur de la trajectoire, alors qu'on ne perd rien à rester sur la piste. Donc, possiblement, ça va dépendre du coefficient de frottement. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Donc, coefficient de frottement, on va dire que donc, entre le skieur et la piste, on va appeler eta ce coefficient de frottement solide. Donc, je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que la réaction normale, alors c'est le coefficient de frottement dynamique, puisqu'il y a glissement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a glissement, il y a donc une force tangentielle qui va s'opposer au glissement, c'est-à-dire qui va être dirigée dans le sens opposé à la direction du glissement ici. Et cette force tangentielle, si on la compare en norme à la réaction normale du support de la piste sur le skieur, eh bien, on obtient cette relation qui définit le coefficient de frottement, RT égale eta Rn. Voilà. C'est ça que ça veut dire avoir un coefficient de frottement eta. Voilà, bon, il suffit, donc on connaît les forces, toutes les données du problème sont présentes. On néglige complètement les frottements de l'air, hein, donc on pourrait les rajouter, mais le problème se fait sans frottement de l'air. De toute façon, c'est le même frottement pour les deux, en l'occurrence, enfin, s'ils ont le même aérodynamisme. Donc, vraiment, le problème est entièrement posé. Il n'y a qu'à résoudre l'équation du mouvement, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, allons-y. Je vais faire le dessin comme ceci. Donc, à nouveau, le skieur ou la skieuse soumise
à son poids mg, à la réaction normale Rn et à la force de frottement, composante tangentielle de cette force de contact entre le skieur et la piste. Alors, je vais appeler alpha l'angle d'ouverture ici, qui définit donc la pente de la piste. Et puis, donc, on s'intéresse à l'avancée du skieur dans cette direction-là. Donc, je vais prendre comme axe un axe ici, grand X, un axe grand Y, là. Voilà, et puis je veux savoir, je vais écrire l'équation du mouvement et la résoudre. Alors, pour les deux skieurs, ça va être la même chose jusqu'à la bosse. Et puis, à partir de la bosse, ça va être différent, et on va voir lequel est en avance quand le skieur qui a sauté retombe. Alors, écrivons l'équation du mouvement. Simplement, évidemment, MA égale somme des forces, c'est-à-dire Rn plus RT plus le poids, mg. Oui, on est dans un référentiel galiléen avec une accélération de la pesanteur constante g dirigée vers le bas. Et donc, on va projeter cette relation fondamentale de la dynamique sur les axes x et y. Alors, projetons sur x, par exemple. L'accélération suivant x, c'est x de point, bien sûr. Rn projeté sur x, ça fait 0. RT projeté sur x, ça fait moins RT, puisque ça s'oppose au glissement comme ça vers le bas. Et mg, alors mg projeté sur x, donc on retrouve l'angle alpha ici, entre les deux perpendiculaires, ici, là, ou si on préfère encore ici. Et donc la projection du poids sur x, c'est mg sinus alpha, côté opposé, donc plus mg sinus alpha, avec le signe plus, le poids se projette vers l'avant. C'est effectivement le poids qui fait se déplacer les skieurs. Donc voilà ce qu'on a. Alors on ne connaît pas RT, mais on sait que RT, ça va être état Rn. Et Rn, on va le trouver en projetant cette équation sur l'axe Y maintenant. Donc my de point, l'accélération dans la direction de uy ici. Ça fait Rn, puisque Rn se projette en Rn sur cet axe-là, bien sûr. RT se projette en 0 et le poids se projette ici puisqu'il y a alpha ici, en mg cosinus alpha. Et donc, avec un signe moins, c'est dans la direction opposée ici, donc moins mg cosinus alpha. Et maintenant, évidemment, puisque le skieur reste en contact avec la piste, y égale 0, c'est-à-dire est constant, donc y point égale 0, donc y de point égale 0, et on trouve que, bien sûr, Rn égale mg cos alpha, c'est-à-dire que la réaction normale du support ici, de la piste, vient compenser exactement la composante du poids sur cet axe-là. Donc la réaction fait ce qu'il faut pour empêcher le skieur de s'enfoncer sur la piste. Donc Rn vaut ça, mais si Rn vaut ça, alors RT vaut état fois ça, par définition, du coefficient de frottement. Et donc je peux compléter, reportant ici, l'équation du mouvement le long de la pente, qui est effectivement ce que je cherche, m x de point égale donc mg sin alpha moins état mg cos alpha. Ça moins ça. Alors, comme on le voit, les masses s'en vont. Donc, tous les corps, quelle que soit leur masse, chutent de la même façon. Et quand il y a des frottements aussi, puisque, en tout cas dans cette modélisation avec un coefficient de frottement solide, la force de frottement est proportionnelle à la réaction normale, qui elle-même est proportionnelle à la masse. Donc tout est proportionnel à la masse, on peut diviser par la masse. Et donc on obtient finalement l'équation du mouvement x de point égale, alors on peut mettre aussi g en facteur, donc ça c'est bien une accélération, et le reste est sans dimension, c'est simplement sinus alpha moins état cos alpha. Donc voilà l'équation du mouvement le long de la pente. Alors ça évidemment ça s'intègre sans difficulté, je peux effacer tout le reste. Puisque ceci est une constante, donc la vitesse au cours du temps, x point de t, donc si j'intègre ça entre 0 et t, j'ai donc x point de 0, je suppose qu'on démarre sans vitesse initiale, donc 0, plus
l'accélération fois le temps, moins zeta cos alpha t. Et je peux à nouveau... Alors, oui, enfin, oui, je peux continuer à intégrer ça. Donc, x de t égale... Alors, x où on était à l'instant 0, donc on va démarrer, enfin, on va prendre pour origine de x l'endroit où on est parti à vitesse nulle, et donc x de 0 égale 0, et donc on a ici simplement 1,5 de g sin alpha moins eta cos alpha t carré. Voilà. Alors, donc ça, c'est tant que les skieurs restent sur la piste, et pour le skieur qui ne saute pas, c'est vrai tout le temps jusqu'à la fin. Donc ça, c'est l'équation du mouvement. Je vais peut-être appeler T0 l'instant où le skieur qui saute, saute. L'instant du début du saut. Alors, on peut choisir de le mettre où on veut, donc c'est un paramètre libre, peu importe. On verra si ça en dépend, je ne pense pas, mais on va dire qu'on ne sait pas. Bon, en tout cas, on résout le problème. Donc T0, instant du début du saut. Quelle est la vitesse du skieur à cet instant-là? Donc V0, la vitesse, ce n'est pas la vitesse de départ, hein. La vitesse de départ, c'est 0. Mais V0, ça va être la vitesse du skieur au moment du début du saut. Et donc, c'est sympa, il suffit de reporter T0 là. Donc V0, ça va être G facteur de sin alpha moins zeta cos alpha T0, tout simplement. Donc, en fait, il n'y a qu'un paramètre libre qui est T0. Et puis, les deux skieurs ont la vitesse qu'ils ont à ce moment-là. Voilà. Alors, je vais maintenant... Donc, le mouvement du skieur, on va l'appeler le skieur 1, qui ne saute pas, ça reste ça. Maintenant, la question, c'est quel est le mouvement du skieur 2 qui saute? Alors, que se passe-t-il? Évidemment, il faut préciser dans quelles conditions il saute. Et donc, on va faire une hypothèse sur la direction du saut. Donc, on va simplifier les choses. Enfin, ce ne serait pas plus compliqué si on changeait d'angle. On va supposer que la bosse, là, donne au skieur une vitesse horizontale, en fait, initialement. Et donc, ensuite, il y a une parabole, évidemment, standard, c'est la chute des cordes dans un champ de pesanteur uniforme, ça fait une parabole. Donc, il démarre horizontalement. Alors, et on va supposer ici que l'entrée dans la bosse est lisse, et donc il n'y a pas un choc qui ferait perdre de l'énergie. Donc la transition entre le glissement le long de la pente et la bosse est une transition qui est élastique, comme on dit, enfin qui conserve l'énergie. C'est-à-dire que toute l'énergie du skieur, quand il est arrivé au niveau de la bosse, est conservée. Et donc, puisqu'il arrivait ici avec une vitesse V0, en fait, la bosse ne fait que convertir son énergie, 1,5 de mv0, en un mouvement dans la direction grand X, en un mouvement, d'un mouvement le long de la direction grand X en un mouvement horizontal. Et donc, la vitesse initiale de ce saut, c'est à nouveau V0. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie au niveau de la bosse. Donc, ce qu'il nous faut résoudre, c'est l'équation du mouvement de ce skieur qui saute, sachant qu'il part d'ici, de x0, je peux appeler aussi x0 l'endroit où il se trouve, donc 1,5 de g fois ce truc-là fois t0 carré, là, au moment du saut. Donc il part d'ici avec une vitesse v0 horizontale, et la question c'est où retombe-t-il et quand retombe-t-il? Une fois qu'on saura quand il est retombé, on pourra regarder où il est retombé, et connaissant quand il est retombé, on pourra comparer le où il est retombé à où en est l'autre à ce moment-là. C'est très simple, et la question, ce sera soit devant, soit derrière, soit au même endroit, et c'est ça qu'on va regarder. Alors, donc il nous faut résoudre l'équation du mouvement du skieur qui a sauté. Alors allons-y. Pendant que le skieur est en l'air, il n'y a plus qu'une seule force, c'est le poids. Et donc, alors je vais continuer à travailler avec les axes X et Y, hein, il n'y a pas de raison, puisque ce qui m'intéresse, c'est le mouvement du skieur dans cette direction-là, sachant que par ailleurs, ça va être très facile de regarder quand le skieur retombe sur la piste. Il retombe sur la piste quand son Y
vaudra 0. Donc ce sera une très bonne façon de travailler dans ces axes-là. Ça permet aussi de dire l'instant de la retombée sur la piste, c'est l'instant où y du square numéro 2 égale 0. Alors, écrivons l'équation du mouvement. Donc, le corps est là, à un certain instant, il est là. Il est soumis à son poids et uniquement son poids pendant qu'il est en l'air. Et donc, évidemment, l'équation du mouvement, c'est toujours pareil, c'est ma égale mg, c'est-à-dire A égale G, et je peux projeter ça, masse inertielle égale masse gravitationnelle, je peux projeter ça sur les axes X et Y. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner X de point. Donc, je projette sur X d'abord. C'est pareil, c'est la même projection. mg se projette sur l'axe X comme tout à l'heure, je l'ai effacé, mais donc mg, on a dit que alpha était là, donc mg sinus alpha. Et y de point égale, moins mg cosinus alpha. Le poids se projette sur cet axe-là en moins mg cosinus alpha. Bien, alors j'ai écrit un peu trop gros. Je voudrais quand même garder ça. On verra ce qu'on en fait après. Je pense que j'ai la place d'écrire là en écrivant un peu plus petit. Donc je vais intégrer ça maintenant pour voir ce qui se passe. Alors x point, donc je vais intégrer ça entre t0, l'instant de départ, et l'instant t quelconque. Et je vais avoir donc x point de t, y point de t. Si je l'intègre encore une fois, j'aurai x de t, y de t. Et je vais chercher le t tel que y de t égale 0. À ce moment-là, je le reporte dans le x de t, j'aurai le x, c'est-à-dire j'aurai la position où le skieur retombe sur la piste. Alors faisons ça. Si j'intègre ça, donc intégrale de t0 à un t courant, ça donne quoi? Ça va me donner x point de t moins x point de t0 égale mg, pardon, il n'y a plus le m, excusez-moi. Vous l'aviez sans doute vu, j'ai simplifié avant. Donc, évidemment, il n'y a plus le m ici. Donc, G sinus alpha t moins t0. J'intègre une constante entre entre t0 et t. Voilà. Et pour y, ça me donne y point de t moins y point de t0 égale donc moins g cos alpha fois t moins t0, j'intègre entre t0 et t. OK, alors que vaut x point de t0? Eh bien, ça vaut, x point, ça vaut v0 fois le cosinus de cet angle-là, c'est-à-dire, donc je projette cette horizontale-là sur cet angle-là, et donc alpha, c'était justement l'angle entre la pente et l'horizontale. Donc ici, j'ai alpha, donc j'ai v0 cos alpha, ça c'est v0 cos alpha. Donc, comme je n'ai pas trop de place, je vais écrire directement égal V0 cos alpha plus ça. D'accord? Et là, c'est pareil, je le passe de l'autre côté. Donc, je vais mettre égal y point de t0 moins ça. Et que vaut y point de t0? Eh bien, c'est la projection de ce V0 horizontal sur y. Et donc, c'est l'autre, c'est V0 sinus alpha. Parce que j'ai supposé que la bosse faisait décoller le skieur horizontalement. Donc c'est juste un aplanissement de la pente. OK. Donc j'ai x point, j'ai y point. Il faut que j'intègre encore une fois pour avoir x et y. Je vais me mettre là, plus trop de place. Je vais faire ça peut-être. Donc si j'intègre encore une fois, je vais avoir x de t moins x0. J'intègre toujours entre t0, le départ, et le moment courant. Donc entre x de t et x0, c'est l'intégrale de ça par rapport au temps. Donc c'est évidemment v0 cos alpha t plus 1,5. Tout ça, c'est des constantes. Donc il y a t moins t0. J'intègre entre t et t0. La constante. Plus donc 1,5 de g sin alpha t moins t0 carré. D'accord? Et puis, pour y, j'ai y de t qui va valoir, donc moins y de 0, mais y de 0, c'est 0.
puisqu'on démarre sur la piste, évidemment. Donc ça fait V0 sin alpha t moins G cos alpha, pardon, à nouveau t moins t0, décidément. J'aurais dû l'appeler delta t, enfin on va le faire après. Moins G cos alpha, moins 1 demi, pardon, de G cos alpha t moins t0 carré. Voilà, et la question c'est donc à quel moment y vaut à nouveau 0. Il valait 0 à t égale t0, on le vérifie bien là, à t égale t0, ça fait 0. À quel autre instant ça fait 0? Eh bien, j'écris que ça égale 0 et je divise par t moins t0. Donc il y a deux solutions, une où c'est t moins t0 qui vaut 0 et une où ce n'est pas le cas, et donc je divise par t moins t0 et j'obtiens que, si j'appelle ça delta t, si vous voulez bien, j'obtiens que delta t, c'est-à-dire t moins t0, hein, on est d'accord, c'est égal à 2 V0 sinus alpha sur G cos alpha. D'accord? Si delta t vaut ça, oui c'est ça. Non. Delta t égale, oui c'est ça, sur G cos alpha. Oui, très bien. Ok, eh bien on est content. On a l'instant auquel on retombe sur la piste, et donc, où se trouve-t-on à cet instant-là? Que vaut x de t? Allez, j'efface le dessin, on l'a tous en tête. Et la situation n'est pas compliquée. Et donc, j'ai x de... Alors, ah oui. Oui, donc ça me donne delta t. Donc je cherche x de t0 plus delta t, en fait. C'est-à-dire, au moment où on retombe, c'est-à-dire x de t retombé, c'est donc égal à v0 cos alpha delta t plus 1,5 de g, si là je ne fais que répéter ce qu'on a déjà écrit là, bon, pardon, sin alpha delta t carré, et si je remplace par delta t, ça me donne, c'est ça que je voulais écrire, ça me donne, alors, V0 cos alpha fois ça enlève le cos alpha et ça met un V0 carré, donc ça fait 2 V0 carré sin alpha sur G, ça c'est le premier terme. Et le deuxième terme, celui-là, ça va faire donc 1,5 de G sin alpha fois ça au carré. Alors ça au carré, ça fait 4 V0 carré sur G2, fois, ça d'ailleurs c'est tangente alpha, comme vous voyez. Donc, le nez au tableau, c'est toujours difficile. Donc 1,5, donc on a dit ça au carré, donc ça fait 4 sur 2, ça va faire que 2. On a V0 au carré qui est compensé par rien. On a G2 en haut divisé par, pardon, on a G2 en bas fois un G ici, donc divisé par G. On est content de retrouver le même préfacteur ici, qui est la partie dimensionnelle. Donc ça, j'ai traité tout sauf les alpha. Et maintenant, on a sinus alpha fois sinus carré alpha sur cos carré alpha. Donc j'ai sinus alpha, et je vais écrire tangente carré alpha. C'est ça. Sinus carré alpha sur cos carré alpha, c'est tangente carré alpha fois... OK. Donc ça, je peux le réécrire. 2V0 carré sur G sin alpha, facteur de 1 plus tangente carré alpha. Bon, ça, c'est très bien, parce que 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Donc, je le fais directement là, sur cos carré alpha. Ou si vous voulez, tangente sur cos. Peut-être même le réécrire encore comme ça. C'est donc 2V0 carré. Ouais. J'ai pas oublié le x0 là? Ah mais oui. Ah pardon, j'ai oublié le x0. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste le x0 que j'ai pas pris en compte ici. Donc c'est plus x0. Excusez-moi, à nouveau, x0 plus ça. Donc en fait le delta x2 pour le square 2 qui a sauté, delta x2, hein, donc
la distance parcourue entre le début du saut et la fin du saut, c'est justement x moins x0, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire 2v0 carré sur g tangente alpha sur cos alpha. OK? Bon, alors c'est très bien, je vais pouvoir effacer tout ce qui concerne le SCUR 2, puisque ça y est, on a résolu le problème. Enfin, j'espère qu'on ne s'est pas trompé, mais ça paraît correct. Je vais peut-être même le réécrire dans un coin, ça on est d'accord. Donc je vais poser ici, pour pouvoir le laisser, delta x2 égale 2v0 carré sur g tangente alpha sur cos alpha. Bon, bah, c'est plutôt sympathique hein, comme expression, ça. Alors, enfin, évidemment, c'est sympathique à condition que ce soit homogène. Et c'est homogène. Hein. On a ici une vitesse au carré, c'est-à-dire des mètres carrés seconde moins 2, divisé par une accélération, c'est-à-dire des mètres seconde moins 2. Et donc, ça fait bien des mètres. Et ça est sans dimension. Donc, ceci est bien une longueur. C'est la longueur. En fait, c'est la longueur du saut. La longueur le long de la pente du saut effectué par le skieur qui a sauté. Très bien. Alors maintenant, la question, c'est que à l'instant que j'ai effacé, ah mince, j'ai effacé le delta t. C'était quoi le delta t? Ah non, le delta t, aïe, 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 il est encore vaguement là. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Alors, c'était... Bon, on va le retrouver vite fait, il n'y a pas le choix. Alors, on avait y2 points qui valait moins g, donc désolé, moins g cos alpha. Sur la pente, alpha est là. Donc... alpha est là, donc c'est bien cos alpha, moins g cos alpha. Donc ça faisait y point égale y point 0, c'est-à-dire v0. Désolé, hein, je retrouve ça, j'essaie de retrouver ça vite. Donc on a, on a alpha là, et donc on veut la projection ici, c'est-à-dire v0 sin alpha, oui c'est ça. Donc ça valait V0 sin alpha, ça c'est à l'instant initial, donc moins G cos alpha t, et donc Y qui vaut V0 sin alpha t, enfin t moins t0, hein, mais je me comprends. Donc du coup c'est delta t moins G, c'est juste pour le retrouver vite fait, mi t carré. Et donc, on a delta t qui vaut 2v0 sur g sin sur cos. C'est ça. Tangente alpha. Bon, ok, désolé. Donc, delta t vaut ça. Eh bien, ce qu'on veut maintenant, c'est où se trouve l'autre. Alors, l'autre se trouve en donc, x1 de t. Ça va être 1 demi de g, donc c'est x0, enfin, je vais directement calculer delta x1, ça va être x1 de t plus delta t, de t0 plus delta t, donc la position du premier skieur à l'instant de retombée, à la fin du saut, donc T0 plus delta T, moins la position où il se trouvait au début du saut à T0. D'accord? Je pense que c'est clair. Et donc, or x de t, c'est cette fonction-là, qui n'a pas changé depuis le début pour le SCUR 1. Et donc, je vais écrire ici 1 demi de g sin alpha moins zeta cos alpha fois t2, donc fois t0 plus delta t carré, moins t0 carré. OK?
Et donc ça, ça fait t0 carré plus 2 delta t, t0 plus delta t carré. Donc le t0 carré s'en va, et donc ça me fait 1 demi de g sin alpha moins zeta cos alpha facteur 2. Donc on a dit delta t carré plus 2 t0 delta t, tout simplement. Or, delta t, je l'ai là, et t0, ça c'est le paramètre, on a décidé qu'on sautait à l'instant t0, bon, qu'à cela ne tienne. Mais t0 n'est pas indépendant de v0, hein, parce qu'on a ici, en fait, finalement on a pris comme paramètre ici v0 plutôt que t0, mais enfin c'est pareil, hein, si on a l'un, on a l'autre. Donc on va continuer avec v0, mais donc on va convertir ici le t0 en v0 sur g sinus moins eta cos. Ok, alors allons-y. Donc ça fait 1 demi de g, je vais noter comme ça, s moins eta c, là, sin moins eta cos. On mettra les choses bien après. Donc delta t carré, donc facteur de 4 v0 carré, tangente carré alpha sur g2. J'ai juste mis ça au carré, pas de difficulté. Plus 2 fois delta t fois t0, sachant que t0, c'est v0 sur g fois sin moins eta cos. Alors t0, donc v0 sur g, donc ça va faire plus 2 v0 carré sur g2. Hein, d'accord, t0 fois delta t, donc 2 v0 carré sur g2, tangente alpha sur sin machin truc. Tangente alpha sur sin moins eta cos. Nous y voilà. Alors ça, c'est sympathique. On a bien des v0 carré sur g2 fois g qui vont donner du v0 carré sur g comme pour celui-là. Donc ça va être homogène, il n'y a pas de problème. Alors je continue ici. On va faire sortir justement ces préfacteurs dimensionnés là. Donc on a un 4 v0 carré sur g2 sur 2, donc 2 v0 carré sur g2 fois g, donc 2 v0 carré sur g. Et ça, c'est très sympathique puisque c'est le même préfacteur que pour le delta x2 ici. Simplement, c'est plus tangente alpha sur cos alpha. C'est quoi maintenant? En fait, je vais écrire là, delta x1. C'est donc... alors, c'est quoi? C'est ça. Alors, c'est ça fois ça. Donc, on a un sinus alpha moins zeta cos alpha, le tout fois tangente carrée de alpha, bien, plus, alors ça divisé par ça, ça fait 1, donc plus tangente alpha. Alors c'est décidément très sympathique, ou pas? Oui, bon, enfin c'est ce que c'est. On a bien, je ne me suis pas trompé, sin moins eta cos fois tangente carrée plus tangente alpha. Ok, donc on a la réponse, on sait quelle distance le long de la pente a parcouru le skieur qui a sauté pendant son saut, et on sait combien pendant le même temps le skieur qui n'a pas sauté a parcouru de distance. Et il faut juste comparer, la question c'est est-ce que delta x1 est plus grand ou plus petit que delta x2? Alors, je peux tout effacer. Maintenant, il y a juste à comparer ces deux résultats. Je vais l'encadrer aussi, parce qu'il est beau. Enfin, supposer qu'il soit juste, mais il n'y a pas de raison. Ben, en fait, je n'avais pas besoin de ça. Je me suis embêté depuis le début pour garder ça, mais j'en ai pas besoin. Enfin, si, j'avais eu besoin de ça quand même. Ah oui, puis aussi de la conversion V0 à T0. Donc, j'ai bien fait. OK. Alors... Donc la question c'est est-ce que delta x2 est plus grand ou plus petit que delta x1? Alors on va l'écrire comme ça. Voilà, donc c'est pas l'interrogation. Hein, mais donc delta de x2 plus grand que delta de x1, ça équivaut à... Alors les préfacteurs s'en vont, hein, donc ça c'est bien. Ce qui est intéressant, ça veut dire que ça ne dépend pas de V0. Vous voyez? Ça plus grand que ça, quel que soit V0, en fait la question c'est est-ce que ça est plus grand que ça ou pas? Donc ça ne dépend pas de V0, quel que soit le moment où démarre le saut, si on a intérêt à sauter ou si on n'a pas intérêt à sauter, ce sera vrai de façon universelle, générale.
Alors, delta x2 plus grand que x1, ça équivaut à tangente alpha sur cos alpha plus grand que sin alpha moins eta cos alpha tangente carré alpha. Alors, en fait, oui, c'est bien, il y a un tangente alpha qu'on va mettre en facteur ici. Donc, tangente alpha plus 1, tout ça fois tangente alpha, et donc je peux virer ce tangente alpha. Donc, c'est assez sympathique. Donc, voilà. Alors, on pourrait s'arrêter là. On dit, la condition pour laquelle il est avantageux... Enfin, lui, c'est celui qui a sauté. Hein. Oui. Donc, celui qui a sauté se retrouve plus loin. Donc, il est avantageux de sauter si on a ça. Enfin, ça, ce n'est pas très lisible. On va essayer d'utiliser quelques... Enfin, on va voir si on peut faire un peu de trigo là-dedans pour simplifier les choses. Alors déjà, on va tout multiplier par cos alpha. Donc, le plus 1 devient plus cos alpha. Et le tangente alpha, qui est un sin sur cos, devient un sin. Déjà, c'est un peu plus joli. On n'a pas encore tout gagné, mais c'est déjà sympathique. Là, du coup, si je développe, j'ai un sin carré alpha moins zeta cos alpha sin alpha plus cos alpha. Alors, ça c'est, enfin, je fais ça parce que je vois que j'ai un 1 ici. Le 1, vous savez bien, c'est sin carré plus cos carré en fait. Alors, si vous voulez, si je mets le sin carré de l'autre côté, 1 moins sin carré, ça va faire du cos carré. Donc, en fait, cette condition, elle est équivalente à cos carré de alpha plus grand que moins zeta cos alpha sin alpha plus cos alpha. Mais ça, c'est encore plus formidable parce que là, il y a des cos alpha partout. Donc, je peux les virer. Donc, ça, c'est... Enfin, j'en vire un, quoi. Donc, là, ça équivaut à cos alpha plus grand que 1 moins eta sin alpha. Ça commence à être déjà plus joli. Est-ce qu'on peut faire encore mieux que ça ? Probablement, oui, parce que 1 moins cos alpha... Alors, 1 moins cos alpha, un peu de trigo, donc vous vous rappelez, cosinus carré de θ plus sinus carré de θ, ça fait 1. Moi, c'est comme ça que je le retrouve, hein, parce que j'ai toujours peur de me tromper dans ces formules de trigo. Cos carré moins sin carré, c'est cos de θ. Par conséquent, 1 moins cos, hein, ça je peux le réécrire encore comme ça c'est l'équivalent à eta sin alpha plus grand que 1 moins cos. D'accord ? Oui. Donc 1 moins cos, vous voyez que ça fait ça moins ça. Donc 1 moins cos de 2θ, c'est 2 fois le sinus carré de θ. Donc ça, en fait, c'est 2 sinus carré de alpha sur 2. De θ à θ ou de alpha à alpha sur 2. Et donc ça devient très sympathique parce que le sin alpha, c'est aussi 2 sin alpha cos alpha. Comme vous le savez, on va y arriver. De plus en plus joli. Et donc, j'ai eta fois 2 cos alpha sin alpha qui doit être plus grand que 2 sin carré alpha sur 2. Les deux se barrent. J'ai dit cos alpha sin alpha, alpha sur 2, hein, bien sûr. C'est sinus de 2θ, c'est 2 sin θ cos θ. Hein, donc, sin alpha, c'est 2 cos alpha sur 2 sin alpha sur 2. Donc, les deux s'en vont. Les sin alpha sur 2, il y en a un qui se barre. Et c'est magnifique. Ça veut dire que eta est plus grand que tangente, sin alpha sur 2 sur cos alpha sur 2. Donc, plus grand que tangente de alpha sur 2. Alors, grande leçon là. D'abord, on trouve un truc qui a l'air sympathique. Et on va d'ailleurs commenter un peu plus ça. Donc, c'est bien. La grande leçon là, c'est que quand on est la condition, il est avantageux de sauter, équivaut à ça plus grand que ça, équivaut à ça. Si vous vous arrêtez là, c'est pas faux, mais c'est pas très exploitable. D'accord ? Bon. Enfin, évidemment, si je vous donne un alpha et un eta, vous pouvez toujours calculer ça, voir si c'est plus grand ou plus petit que 1, et vous avez la réponse. Mais enfin, bon, un peu de trigo, ça ne nuit jamais, n'est-ce pas ? Et donc, voilà en fait la condition. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a par ailleurs une condition pour le fait que ça glisse ou pas. Vous vous souvenez, si on écrit simplement la condition de glissement, parce que si eta, donc
On est d'accord? Pour qu'il soit avantageux de sauter, il faut que eta soit plus grand que ça. Soit dit en passant, ça c'est très bien intuitivement. C'est-à-dire qu'on retrouve bien ce qu'on disait un petit peu qualitativement au début, c'est que si eta est tout petit, vaut mieux pas sauter, parce qu'on ne perd pas grand-chose à frotter au sol, et donc ce n'est pas la peine d'aller allonger la trajectoire. On n'a pas intérêt à sauter. Donc on voit bien que c'est quand eta est grand qu'on commence à avoir intérêt à sauter. Enfin, quand eta dépasse un seuil. Quel seuil? On vient de le calculer. C'est tangente alpha sur 2. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que eta est contraint aussi par une autre chose, c'est ce que je disais là à l'instant, c'est que pour que le skieur glisse, il faut déjà que eta soit pas trop grand non plus. Si eta est trop grand, ou alors il faudrait une pente encore plus grande. Donc il y a un lien entre la pente minimale et le coefficient de frottement maximal pour que ça glisse. Alors quel est ce lien? Alors soit vous vous en souvenez, soit on retrouve vite fait. À quelles conditions on reste à l'équilibre en fait? C'est ça la question. Si vous avez un coefficient de frottement eta ici, donc un corps de masse m, c'est vrai quel que soit le corps, donc en particulier pour un skieur, on a donc le poids mg comme ceci, on a la réaction normale, on a vu que la réaction normale ici à alpha, en fait Rn est égal à mg, là il y a alpha donc cos alpha, et par conséquent le RT max, le maximum de ce que peut produire la force de frottement ici. Alors je vais assimiler le coefficient de frottement statique et dynamique comme on fait souvent. On n'est pas obligé de le faire, hein, sinon on met un autre coefficient là. Donc le RT max, c'est justement eta fois mg, mg cos alpha. Si vous voulez, je le mets statique. Hein. Ça, c'est le max que peut délivrer la force de frottement. Et si ça glisse, alors la force de frottement est égale à cette valeur-là. Bon, je vais laisser état. Et donc la question, est-ce que ça glisse ou pas, revient à poser la question, est-ce que la force qui entraîne le corps le long de la pente, là, descendante, est-ce qu'elle est plus petite que le max que peut fournir RT? Si c'est le cas, alors RT va s'opposer. Mais si, pour s'opposer, il faut plus que le maximum qu'on peut délivrer, alors on ne pourra pas s'opposer et ça va glisser. Donc, ça glissera si la projection du poids là-dessus, qui est donc, on a toujours alpha là, cette projection-là, c'est mg sin alpha. Oui. Donc, on aura glissement si mg sin alpha est plus grand que RT max et donc que eta mg cos alpha, c'est-à-dire si tangente alpha plus grand que eta. On peut lire de deux façons, soit on dit qu'il faut que la pente soit suffisamment grande, ou bien il faut que le coefficient de frottement soit suffisamment petit. En tout cas, il faut qu'il y ait cette relation que la tangente d'alpha soit plus grande que le eta. Et donc, pour que ça glisse, il faut ça. Et pour qu'il soit avantageux de sauter, il faut ça. Donc, vous voyez que ça, c'est sympathique, parce que le eta est borné ici. Sinon, ça ne glisse pas du tout. Donc, il n'est pas plus avantageux de sauter ou de ne pas sauter. Personne ne démarre. Donc, voilà. Et alors, vous voyez, c'est très beau. Là, on a tangente alpha. Là, on a tangente alpha sur 2. C'est des petites beautés comme ça, des petits plaisirs qu'on se fait. Que nous fait la physique, que nous réserve la nature. Donc, la condition qu'on cherchait, à quelles conditions est-il avantageux de sauter? Et on le voit hein, quand il y a des descentes à ski, des fois, il y a les skieurs sautent, des fois, ils ne sautent pas. Eh bien, ce qu'on découvre ici, alors pour ne pas sauter quand il y a une bosse, hein, l'idée, vous savez comment font les skieurs, hein, en général, alors on peut essayer d'amortir, etc. Mais si vous avez une bosse, une petite bosse comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est donner une impulsion pour passer la bosse sans la toucher et retomber tout de suite derrière. Ça évite de faire un saut très très long. Donc, des fois, vous avez intérêt à limiter la portée du saut. Des fois, vous avez au contraire intérêt à y aller. Et maintenant, avec ce petit calcul, on sait exactement quand est-ce qu'il est bon de sauter et quand est-ce qu'il ne l'est pas. Donc,
De toute façon, eta est plus petit que tangente alpha, sinon on ne démarre pas. Mais si eta est plus grand que tangente alpha sur 2, et bien sûr, hein, ça c'est plus petit que ça, il n'y a pas de souci, hein, la tangente, ils sont croissantes. Hein. Donc si eta est plus grand que tangente alpha sur 2, alors oui, il est préférable de sauter. Et sinon, qu'est-ce que je dis? Oui, donc c'est-à-dire, je reviens à l'interprétation qualitative, si le frottement est grand, pas au point d'arrêter le glissement, mais si le frottement est grand, au-delà d'un certain seuil qui est celui-ci, on gagne suffisamment à ne pas frotter au sol pour que ça vaille la peine d'allonger un petit peu notre trajectoire. Par contre, si le frottement est plus faible que ce seuil-là, eh bien, vaut mieux rester au sol, on va droit sur la pente et on est gagnant. Voilà. Bon, ben, je crois que ça répond à la question. Ben voilà, méditez ça. Moi, je trouve ça très joli, cette condition-là, tangente alpha sur 2, tangente alpha. Enfin, c'est une question de goût. Voilà, eh bien, on s'arrête là et peut-être à une prochaine fois pour un autre exercice de mécanique ou d'autre chose. À bientôt.